vais laisser tout de suite réagir Rémi Choquet et ensuite je donnerai la parole à Léo Coutelec qui est philosophe des sciences dans notre équipe et qui a sans doute beaucoup de choses à dire sur tout ça. Non, je voulais justement, il y a beaucoup de choses auxquelles j'aurais aimé réagir, mais je pense qu'il faudra le faire en mode beaucoup plus direct à un. Évidemment, je pense que toutes ces questions doivent être abordées et je ne dédouane pas la technologie et non les faiseurs de technologie, puisque j'ai aussi participé, mais pas que depuis que je suis Orange. La question de la technologie et de son apport pour la société. À partir du moment où on construit un objet, il faut toujours aller plus loin de la finalité, a priori, l'utilité qu'il peut avoir, et surtout des modifications qu'ils occasionnent dans le cadre de la société, et surtout du rapport des uns et des autres. Moi, je suis de ceux qui sont nés quasiment avec Internet comme le premier jouet qu'ils avaient entre leurs mains. Donc c'était d'abord ludique, ça a été ensuite utilitaire, et puis ça a été repris dans d'autres contextes qui nous ont complètement dépassés. Même parfois. Et aujourd'hui, pour être tout à fait corollairement à ça, Facebook, je n'y mets jamais les pieds. On se rend bien compte que ces dispositifs-là, qui sont censés délivrer des promesses, dépassent complètement, n'arrivent pas à délivrer celles-ci. Et par ailleurs, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, c'est là où je suis assez confiant, utilisent ces dispositifs pour se rencontrer de manière... ils font des rencontres fortuites dans lesquelles, effectivement, ils sont déconnectés de tous les réseaux sociaux. Et corollaire à ça, les derniers réseaux sociaux qu'on voit apparaître sont des réseaux éphémères dans lesquels les données ne restent pas. Et c'est ce à quoi les jeunes d'aujourd'hui souscrivent plus largement, comme pour reprendre possession de ce qu'est la relation humaine, la communication à l'autre, etc. Donc, en ce sens-là, moi, je reste... on va dire, confiant. L'histoire a toujours connu, avec l'introduction de nouvelles technologies, des mouvements entre les uns et les autres. La question qui reste prédominante, évidemment, c'est à quoi vont servir ces technologies. Ont-elles un réel avantage? Puisque je vous donne un exemple tout bête dans le domaine du suivi du cancer. Une application est sortie il n'y a pas longtemps qui permet de pouvoir recueillir toutes les semaines l'état du patient qui a été soigné pour un cancer du poumon avec 12 signes dans lesquels le patient va concourir à répondre. Il a montré qu'il reculait la mortalité juste en faisant cela. Le protocole habituel, c'est un IRM tous les 3 mois. On a remplacé ça par une application qui permet de recueillir l'information du patient. Mais qu'est-ce qu'elle recueille, cette application? Simplement l'état du patient à un instant T. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'application qui est le dispositif. C'est ce qui se passait à l'époque dans lequel la secrétaire médicale appelait le patient pour lui dire toutes les semaines comment vous allez, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça a été supprimé puisque les organisations, les tensions, etc. dans les hôpitaux font que les organisations ont été modifiées. On tourne vers l'efficience des soins en se posant la question, bien évidemment, du coût, du rationnel, etc. Mais il y a des endroits dans lesquels je pense qu'il ne faut pas se la poser, néanmoins on le fait. Et cette application remplace cela. Alors, la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que il y aura moins d'IRM et donc d'examens qui sont un peu pénibles pour ces patients-là. On reconnecte effectivement le rapport au médecin et surtout on réinstitue une relation qui avait disparu. Mais la vraie question, effectivement, c'est parfois le numérique peut, on va dire, complémenter quelque chose qui avait disparu, mais parfois il le fait disparaître lui-même. Et je pense que c'est ces questions-là, effectivement, qu'il faut s'interroger. Et moi, j'en reviendrai simplement, effectivement, à ce rêve dans lequel on pense qu'on a accès à une connaissance infinie. Je pense que cette connaissance, si on n'est pas capable de la traiter individuellement et de la mettre en perspective, et là je reviens à la philosophie, elle nous est bien inutile. Et je pense que le rêve de cette connaissance et le rêve du savoir, de la compréhension, interroge certainement notre relation à la vie, au vivant, à la matière, mais aussi à la mort. Et je pense que cette question-là est quelque chose qu'on ne met pas assez en perspective quand on se rue ou qu'on construit, parce que ceux qui construisent les technologies pensent bien faire parfois, bien évidemment, de manière assez naïve, je suis d'accord avec vous. On ne se pose pas assez de ces questions-là, et je pense qu'il faut le faire. Toute technologie, surtout quand elle a un impact sociétal, doit être vue à l'aune de son éthique et de sa place dans la société. Oui, je suis évidemment d'accord avec ça, sauf que vous axez beaucoup, et avec raison, sur la question de la compréhension, de la compréhension des maladies, etc. Mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit aussi de piloter des comportements globalement. Donc c'est quand même très très important. Il y a une visée très très pratique. Il faut bien comprendre que les GAFA, parce que c'est quand même d'elles qu'on parle in fine. Oui, ben encore ce matin, j'ai entendu, j'ai pas lu l'article du Monde hier dont il a été question, mais j'ai écouté France Inter ce matin, et il se trouve que la ville de Lille
vient de passer un accord avec l'entreprise Waze. Vous savez, cette application très utile de GPS qui donne le trafic en direct, et les alternatives, etc. Donc toute la ville de Lyon va être gérée à travers cette application Waze, sauf que Waze appartient à Google. Et que tout cela sera gratuit parce que Lille est d'accord en échange, en quelque sorte, c'est toujours la logique du donnant-donnant, en échange de donner toutes les données, alors je ne sais pas lesquelles évidemment, mais toutes les données pertinentes, gratuitement, à l'entreprise Waze. Alors c'est quand même un problème. Google, c'est une entreprise privée, donc voilà, ce sont eux qui gèrent quand même. Et le système avance comme ça. Vous voyez, alors, Lille est très content. Parce que ça va faciliter évidemment le trafic, etc., mais bon, pour chacun des usagers. Mais vous voyez comment, au fond, ce rouleau compresseur s'avance. Et donc, je reviens à ce que je disais. Le problème ici, c'est pas que le fait de générer ces données, c'est pas que pour la compréhension. Certes, on peut en faire un usage cognitif, etc., de compréhension et tout ce qu'on veut, mais il s'agit vraiment pour eux de piloter des comportements, de contourner justement la réflexion. C'est-à-dire que les GAFA ne s'adressent pas à nous comme des êtres rationnels et autonomes. Ils s'adressent à nous comme des êtres spinozistes, si vous voulez. Les GAFA sont spinozistes sans le savoir, enfin, peut-être qu'ils le savent, je ne sais pas, c'est-à-dire comme des gens qui sont affectés par ceci ou par cela, par des affects joyeux ou par des affects tristes. Et donc ils veulent provoquer des affects joyeux. Le point, c'est qu'en s'adressant à nos affects joyeux, par exemple nos affects consuméristes, hein, on aime tous, enfin je ne sais pas si on aime tous, mais vous voyez, on aime tous trouver un objet qui nous convient, etc. Donc il y a cet aspect, il y a une joie, c'est un affect joyeux, là, globalement quand même, la consommation. Il s'adresse à cet affect. Mais ce faisant, il contourne nos capacités de réflexion, nos capacités d'autonomie, nos capacités de critique. Et ce faisant, ils font de nous des êtres spinozistes. Nous essayons d'être des êtres, si vous voulez, un peu autonomes et rationnels, mais de fait, ils font de nous des êtres spinozistes, parfois même plus brutalement, ils font de nous des êtres simplement utilitaristes. Hein, avec leur politique de coût, ou comme je vous le disais tout à l'heure pour Pepper, donc ils s'adressent à nous comme utilitaristes, c'est-à-dire le Pepper sera moins cher, parce que c'est des robots évidemment assez chers, ce sera moins cher si on accepte qu'ils nous espionnent, n'est-ce pas? Donc là, ils ne nous constituent plus en spinozistes, ils nous constituent en utilitaristes. Donc je suis d'accord pour tout ce versant de la compréhension, etc., encore qu'il faudrait voir quel type de compréhension, qui comprend, etc. Bon, comment on a accès à ces données, qui peut les gérer, qui peut les décrypter. Mais il y a tout cet aspect de pilotage comportemental. Juste une parenthèse, vous savez où mettent, dans quel type d'école les enfants des PDG de Google, Apple vont aux États-Unis? Dans des écoles Steiner où le numérique n'a pas le droit d'entrer. On commence la journée par un sujet qui est vaste et qu'il faudrait qu'on arrive à relier à la problématique qui est la nôtre. Les deux interventions, finalement, ont permis de pointer l'importance du contexte, hein, notamment celle de Marc Hunyadi. C'est évident qu'on ne peut réfléchir au contenu sans réfléchir au contenant. Et donc le contexte, c'est-à-dire finalement toutes ces hypothèses d'arrière-plan, le background théorique, économique, politique, il est à discuter, il est à identifier, il est à expliciter parce qu'il est porteur de un certain nombre de déterminations. Et donc c'est évident que ça doit faire partie de la réflexion éthique, tout comme le deuxième aspect de ces premières interventions qui est la question de la culture, c'est-à-dire que ce contexte produit une culture, et effectivement cette culture, aujourd'hui, c'est une culture technologique, qui parfois marche dans sa manifestation technique. Peut-être que les piles sont pas très bonnes, mais et là, du coup, vous avez insisté sur cette idée qu'il faut aussi expliciter la culture dans le sens où, si nous ne le faisons pas, nous pourrions nous habituer un peu trop facilement à la culture dominante, qui actuellement est la culture numérique, technologique, en tout cas. Je ne sais pas comment la qualifier, mais quelque chose de cet ordre-là. Et que cette acclimatation technologique par la culture technologique nous empêche un recul critique, nous empêche parfois même des possibilités de bifurcation, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, et l'histoire des techniques nous a montré qu'il était possible de bifurquer à un moment donné.
Mais ces bifurcations ne sont possibles que si des espaces de discussion, des espaces de recul, des espaces critiques persistent dans la société. Et donc, il est important que cette rencontre puisse avoir lieu, par exemple, ce matin, parce que précisément, c'est dans cette frontière-là, ce frottement-là, que peuvent se créer des bifurcations. Voilà, donc ça, c'était peut-être un préambule. Et par rapport à ça, contexte et culture, je rajouterais finalement un troisième point qui me semble intéressant, si on est encore dans cet arrière-plan assez massif, et puis ensuite on reviendra sur des choses plus précises, c'est la question du rythme. Hein. Je pense qu'on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui se joue quelque chose dans le registre de la temporalité. C'est-à-dire que tout ça a quelque chose à voir avec le tempo, avec le rythme, et ce que l'on identifie comme problématique éthique fondamentale aujourd'hui à propos des technologies, c'est finalement une désynchronisation entre génération technique, entre temps de génération technique et temps d'appropriation technique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, et ça c'est mon point de vue, et c'est celui partagé par exemple par Armut Rosam, mais il y a une désynchronisation parce que le temps de génération technique est beaucoup trop rapide par rapport au temps d'appropriation sociale de ces techniques, qui est un temps aussi politique, qui nous permettrait d'explorer toutes les dimensions d'une technique particulière, d'en évaluer un petit peu les potentialités et les limites, et de décider démocratiquement d'un choix technologique dont on sait qu'il est un choix de société. Voilà. Donc cette question du rythme me semble importante dans nos débats, et si on peut un peu descendre notre niveau d'analyse et aller un peu plus dans la précision du thème de cette journée, je pense qu'il se joue au niveau des big data dont l'usage est fait dans le domaine de la santé. Il se qualifie en tout cas comme un gap entre la puissance computationnelle de nos ordinateurs, qui sont capables de collecter, de stocker des données de façon extraordinairement massive aujourd'hui, et des données hétérogènes, et la puissance interprétative que l'on est capable de produire à propos de ces données. Et c'est le gap entre puissance computationnelle et puissance interprétative qu'il faut qu'on arrive à analyser, et qui est un enjeu éthique en soi. C'est-à-dire qu'on peut continuer à créer des dispositifs de collecte, on va arriver à le faire, hein, parce qu'on a des techniques derrière, on a une puissance qui le permet. On va pouvoir continuer à stocker ces données, malgré quelques problèmes quand même qui se posent sur la création comme ça, assez exponentielle de data centers, donc qui posent des problèmes que je n'aborderai pas là, mais on va continuer à le faire. Par contre, la puissance interprétative, c'est-à-dire la capacité à donner du sens à des données pour en produire de l'information et de la connaissance pertinente pour l'action, ça, c'est un chantier qui est debout. Voilà. Et je pense que c'est là que se situe la question éthique, notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, d'utiliser ces techniques, ces technologies dans le cadre de la prévention de la maladie d'Alzheimer. C'est quelle est la nature de la donnée qu'on collecte, pour quelle finalité. Est-ce que, par exemple, on sait qu'un enjeu important scientifique dans le cadre des essais de prévention d'Alzheimer, c'est d'essayer de trouver des marqueurs d'évolutivité de maladie. Alors, ça peut être des biomarqueurs, mais ça peut aussi être des marqueurs qui sont d'autres marqueurs. Et là, quels sont le rôle de ces objets connectés, quels sont le rôle de ces maisons connectées dans le suivi, dans l'évolutivité d'une maladie. Voilà, c'est ces questions qu'il faut se poser, précises, tout en prenant en compte effectivement l'arrière-plan politique, qui est le contexte, la culture et la question du rythme. Voilà, articuler finalement ces niveaux d'analyse. J'en profite pour revenir sur cette question qui m'anime, sur les données de santé, sur les données en général, parce qu'il faut séparer données en général, on va dire, et données de santé. Nous sommes en France, la CNIL a été créée il y a un certain nombre de temps. Elle empêche peut-être parfois trop certains de pouvoir faire avancer la compréhension, la recherche, quand on veut traiter des données de santé. Mais il ne vous a peut-être pas échappé que l'année dernière a été voté un traité, enfin une réglementation européenne qui va s'appliquer à tous les pays de l'Europe, qui va protéger les citoyens européens des États-Unis notamment sur cette question du traitement des données, et qu'elle est assez conservatrice, cette réglementation, c'est-à-dire qu'en gros, elle explicite tout à fait le fait qu'une donnée a priori sensible et personnelle, et donc une donnée de santé, ne peut être traitée si l'objectif n'est pas a priori déjà défini, qui est tout à fait opposé. Et elle fait porter en fin de compte au régulateur un rôle de protecteur
même des individus eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on discute de la question d'est-ce qu'un individu par lui-même pourra choisir de participer à une recherche de son propre fait comme il le ferait aux États-Unis, aujourd'hui c'est très compliqué puisqu'en fait le régulateur empêche même l'individu de choisir, de se prédéterminer sur ce qu'il pourra faire de ses données de santé. Alors ça a deux versants. Ça a un versant effectivement protectionniste, c'est-à-dire qu'on nous protège des GAFA dans ce sens-là, et on voit bien les problèmes qu'ils ont eu d'ailleurs quand ils ont voulu traiter des données de santé européennes. Ils ont tout de suite arrêté leur grand programme parce qu'ils se rendaient compte qu'effectivement ils dépassaient quelque chose sur lesquels ils pourraient pas revenir. Donc voilà, je veux juste replacer cela en remettant en contexte données de santé, données de non-santé, et puis notamment donc cette puissance interprétative, je pense que c'est très très bien illustré. On a beaucoup de mal à redonner du contexte à une information, à une donnée qui est décontextualisée de tout rapport biologique, sociétal et humain. Et pour une même information peut avoir quatre interprétations différentes en fonction de l'axe dans lequel on se positionne. Et ça, c'est pas du tout... La machine ne sait pas faire computationnaliser cela. On travaille sur des objets compliqués comme des ontologies informatiques. Alors l'ontologie philosophique qui vient, moi j'ai travaillé sur Aristote, mais plus sur le triangle aristotélicien pour essayer de comprendre la relation qu'il y avait entre le sens, le terme, le signifié, etc. Et notamment savoir comment dans la machine il serait éventuellement capable d'introduire cela. On a encore beaucoup de progrès à faire, donc je vous rassure, on n'est pas encore à ce niveau où on pourra traiter ces données. Un autre exemple, dans la surveillance massive aux États-Unis, nos services de renseignement, avec beaucoup moins de données, font a priori beaucoup mieux que les Américains qui sont sous le coup d'un nombre de données complètement intraitable. Donc je pense qu'il faut, voilà, remettons les choses en perspective. Je pense qu'on a la chance d'être en Europe et en France et d'avoir ces espaces dans lesquels il faut effectivement se projeter et continuer à discuter et remettre en perspective avec des méthodologies particulières. J'ai vu d'autres programmes sur la génétique dans lesquels, aux États-Unis, ils font du 100 000 exomes, dans lesquels ils vont exomer des pans de population entiers sans savoir ce qu'ils vont faire avec les données. Il y a eu une conférence en France, au Collège de France, il y a peu de temps, où le chercheur présentait ses résultats. Et les petits chercheurs français, avec leurs petits effectifs et petites bases de données, lui posaient des questions sur les critères d'inclusion et ce qu'ils pensaient faire avec ces données, et ce qu'ils avaient trouvé en fin de compte. Et ce qu'ils ont trouvé, ce sont ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'on enfonce des portes ouvertes, il y a des biais partout, il n'y a pas de découverte fortuite, c'est très très compliqué, surtout sur ces données-là. Voilà, je vais faire une parenthèse là-dessus. Et je terminerai juste sur le point de l'éthique, peut-être. Je m'interroge effectivement sur l'éventuelle nécessité d'avoir une instance éthique numérique et usage qui pourrait effectivement se poser les questions de transformation et d'usage dans la société de ces technologies. Juste pour vous dire merci pour cet échange qu'on ne peut que suivre parce que c'est l'actualité aujourd'hui, c'est toutes les questions qu'on se pose. Mon impression quand même, mais là c'est juste une parenthèse avant que je commence, c'est que ce que vous appelez information, etc., cette digitalisation, à mon avis, aura autant d'impact qu'en a pu en avoir l'imprimerie en son temps. C'est-à-dire que c'est un changement qui va bien au-delà de ce qu'on vient de voir, qui sont vraiment les premiers balbutiements, les modèles économiques, parce que c'est bien, vous l'avez fort justement dit, c'est d'énormes centres serveurs, c'est des systèmes de gestion qui coûtent énormément d'argent, donc derrière, il faut forcément un modèle économique pour que tout ça puisse fonctionner. Donc le modèle économique, c'est notre argent, c'est nous. Après, on fait un peu ce qu'on veut, mais voilà, donc je pense que de toute façon, on aura ces discussions. Je voudrais juste revenir sur le lien avec l'Alzheimer, c'est-à-dire que toutes ces notions, si on rattache ça à la prévention, on doit pouvoir intervenir dans 3 champs. Le premier champ, c'est la prévention au sens prévention primaire du terme, c'est-à-dire comment est-ce que ces nouvelles technologies peuvent finalement améliorer la santé cognitive des gens. Il y a une étude qui a été faite chez la lecture, par exemple. La lecture est un outil de stimulation cognitive clair et net, ancien et pas nouveau. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé dans des IRM fonctionnels 50 à 60 personnes qu'ils ont divisées en 2 groupes. Il y avait un groupe, alors tout le monde savait lire, sauf que il y en avait la moitié qui étaient des aficionados de l'Internet, qui avaient l'habitude de faire des recherches, et les autres qui ne l'étaient pas. Donc ils ont passé les gens, et ils leur ont demandé de lire un texte numérisé sur une tablette de lecture au sein de l'appareil d'IRM fonctionnel. Et ils ont vu que les 2 groupes activaient les mêmes zones cérébrales qu'on a dans la lecture, des zones
temporale, enfin diverses zones, ça ne posait pas de problème, sauf que ceux qui manipulaient Internet, en plus, activaient une zone frontale et une zone de raisonnement. Donc visiblement, il y a déjà des réflexes qui sont en train de se produire dans notre tête qui démontrent qu'il y a un impact de toute façon de ces éléments, et plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que ça active beaucoup plus de zones chez quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Internet et qui lit, que quelqu'un qui lit qui n'a pas l'habitude d'utiliser Internet. Ça lui déclenche un nombre de process. Et la question se pose aujourd'hui de savoir si ça peut être de bons outils finalement pour avoir des axes de stimulation. Il y a des gens qui font des tests, qui font faire des jeux vidéo, hein, comme le NeuroRacer. On s'aperçoit que pour que ça ait un effet, il faut qu'il y ait 2 tâches simultanément. Vous savez, vous conduisez une voiture, puis vous essayez d'attraper des pommes. Hein. Il y a des jeux comme ça célèbres. Mais ce qu'on voit, c'est que ça modifie certaines fonctions spécifiques, hein, en particulier la vitesse d'exécution, des choses comme ça, pas nécessairement celles qu'on voudrait voir améliorées dans la maladie d'Alzheimer, mais c'est un autre problème. Donc il y a un premier impact de cette nature-là sur l'objet même de l'outil. Le deuxième, c'est concernant les essais cliniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on revient vraiment à la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça, se montent aujourd'hui des bases de données où des gens rentrent à des stades extrêmement tôt, sont enregistrés, avec l'idée derrière, pour simplifier les choses, de se dire, voilà, le jour où j'ai une nouvelle molécule, au lieu de passer 3 ans à recruter de bons patients, j'ai une base de gens qui seraient susceptibles de rentrer, j'inclus 6 mois, je gagne du temps. Ce qui est très important dans cette maladie, puisque tous les essais sont extrêmement longs. Donc ça, c'est une première utilisation. Il y a 3 programmes. Il y a 3 programmes européens qui font ça actuellement, notamment le plus célèbre, c'est IPAD. Ils ont quand même un gros problème, c'est à recruter. Voilà, mais l'idée est là. Et puis le troisième axe, je vois, c'est sur la prise en charge. Alors vous évoquiez ces maisons connectées. Alors au-delà de la maison connectée, qui à mon avis aussi posé un problème économique, il faut équiper, etc., c'est pas à la portée de tout le monde. En revanche, on peut utiliser un certain nombre d'informations que vous avez, des sociétés comme Orange, en particulier l'usage du téléphone mobile. Bon, le téléphone mobile, c'est quelque chose, enfin, ou le smartphone, plutôt le téléphone mobile. Les gens s'achètent des smartphones, mais ils s'en servent comme téléphone. Mais rien que ça, déjà, c'est intéressant, parce que le taux de couverture est quasiment de 20% en moyenne, et chez les personnes au-delà de 65 ans, il est de 60 à 65%. Il ne fait que progresser. L'intérêt, par exemple, c'est de voir l'apparition d'un trouble d'une fonction exécutive. Si par exemple une personne a une certaine habitude d'utiliser son téléphone, vous le savez indirectement, peu importe ce qui se raconte, c'est l'usage qu'ils en ont, la façon. Puis bon, c'est intéressant même pour cibler vos pubs et vos trucs, mais c'est intéressant. Inversement, si on voit des modifications un peu brutales dans ces systèmes d'utilisation du téléphone, ça peut traduire des troubles des fonctions exécutives. Il y a des gens qui sont en train de chercher avec des algorithmes automatiques pour savoir si justement il n'y a pas un effet de détection. Ça, c'est le premier élément. Et bien sûr, de prise en charge avec tout ce que vous avez évoqué. C'était juste pour reprendre 3 axes potentiels de tout ça. Juste pour... Peut-être, ouais, alors... juste, du coup, je vais rebondir, mais effectivement, on a 2 programmes dits de recherche chez Orange. La première, c'est de se poser la question, en fin de compte, alors non pas sur le contenu, évidemment, des communications sur lesquelles, même si technologiquement on est capable, on ne saurait aller, c'est sur les habitudes de communication. Donc on a un programme de recherche qui a commencé avec une thèse qui s'est faite, effectivement, qui s'est terminée l'année dernière, sur les détections de changement de comportement de communication, c'est-à-dire des gens que vous appeliez souvent, des proches que vous appelez moins, etc. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'analyse de l'objet, enfin de chaque élément, on est dans l'analyse du changement de dynamique qui peut s'occasionner. Et effectivement, on a un programme de recherche externe, ça c'est le CHU de Grenoble, qui utilise, alors il y a une société écran parce que c'est compliqué de faire de la recherche privée pour du public dans l'autre sens en France, mais qui utilise effectivement Orange pour faire des recherches là-dessus, pour détecter chez certains types de patients à risque effectivement des modifications de comportement. Alors on n'est pas dans l'alerting parce que le problème, c'est qu'il faut interpréter cette modification, ce comportement sur le temps. Un autre programme sur lequel on a fait des expérimentations dans une région, alors on fait toujours ça avec les régions, avec les CCAS, avec les représentations locales, etc., pour voir justement si ces signaux ont du sens, s'ils sont traitables, ici ça permet effectivement de détecter des choses, avec un dispositif qui a été développé chez Orange il y a une dizaine d'années, c'est un boîtier qu'on greffe sur le central électrique d'une maison, de manière complètement passive, ça ne coûte pas très cher, et on enregistre les signatures électromagnétiques des appareils ménagers, etc. Et donc pendant l'expérimentation, on a eu quelqu'un qui a déclaré effectivement qui a avancé dans Alzheimer, et on a tout de suite vu des changements de comportement sur l'heure du lever, sur ce que la personne mangeait, etc. Donc ces dispositifs sont effectivement technologiquement, on a des choses qui sont presque prêtes. Le vrai problème,
Encore une fois, c'est qui va interpréter, quelle responsabilité aura l'interprétateur, entre guillemets, de ces dispositifs-là. Ça génère aussi beaucoup de faux positifs, hein, donc c'est un travail en soi, juste de lever les doutes. Est-ce que les gens, et on l'a vu, les gens se fatiguent, hein, qu'on les appelle pour dire « Ah bah il y a ça qui a changé, oui, non, enfin j'étais parti j'ai descendu mon chien, ou je suis parti faire quelque chose », ça ne fonctionne pas non plus. Donc on n'est pas encore dans des choses qui sont matures, mais on essaye de travailler, alors là pour le coup, avec des programmes de recherche observationnelle, pour voir comment, et est-ce que ces signaux ont de la valeur dans la détection, effectivement, de ces maladies-là. Voilà. Oui, alors en fait, moi j'avais des questions qui sont vraiment dans le prolongement, Vololona-Rabérizois, École des mines de Paris, qui sont vraiment dans le prolongement en fait des deux interventions précédentes. C'était pour revenir sur le thème de la session, médecine préventive. Donc la première question que je me pose, c'est les outils dont vous parlez, alors l'habitat connecté et puis peut-être aussi des applications avec les smartphones. Je suppose qu'il y a toute une étude pour savoir exactement quel type d'individus et quel type de personnes sont susceptibles de les utiliser. Donc, est-ce que ce sont des études qui sont des études marketing entre guillemets classiques, ou est-ce que là-dessus vous avez déjà des collaborations en amont, par exemple, avec des médecins, voilà. Donc ça, c'était un peu la première question. Ma deuxième question, c'est un peu dans le même ordre d'idée. C'est en gros ces outils, vous venez de le dire, ont des effets, font faire quelque chose de différent éventuellement aux personnes. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ça fait faire aussi des choses différentes à l'entourage de ces personnes? C'est-à-dire que ça transforme la manière dont ces personnes atteintes de maladies neurodégénératives interagissent avec leur famille, avec éventuellement leurs aidants qui ne sont pas forcément des gens de la famille. Et est-ce que c'est possible pour vous justement de comprendre un peu ce que ces outils font aux relations entre les gens? Et puis ma dernière question, c'est vraiment sur la prévention, c'est-à-dire est-ce qu'avec ces outils, vous arrivez, avec les collaborations que vous avez éventuellement avec des médecins, à mettre disons, parce que vous disiez on ne trouve rien de nouveau, enfin sur le fond, est-ce qu'on trouve vraiment quelque chose de nouveau? Mais je me disais, est-ce que vous arrivez quand même à trouver, ou en tous les cas imaginer des paramètres autres, par exemple, que des biomarqueurs, mais des paramètres qui n'étaient pas visibles jusqu'à présent et qui sont des paramètres permettant de repenser les modèles de prévention de ce type de maladie, ou en tous les cas permettant d'anticiper un certain nombre de difficultés ou d'aggravations de la pathologie. Et si c'est le cas, quel genre de paramètres est-ce que c'est? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des choses relatives à l'architecture, par exemple? Est-ce que ce sont des choses relatives à l'alimentation? Est-ce que ce sont... voilà. Mais peut-être que Orange Healthcare... Merci. Une technologie toute seule n'a pas de sens. On travaille, comme je l'ai dit, évidemment avec des hôpitaux, des CHU, des médecins. On essaye de trouver... Alors, là, quand on travaille, il faut aussi faire le tri entre le médecin géotrouve-tout, pour qui la technologie est heureuse et sur lesquels, effectivement, on pourrait tout faire avec, à la relative complexité à introduire dans le milieu social. On travaille aussi avec les centres plus locaux, dans les villes, pour voir effectivement comment on peut assister ces populations, puisque les villes se posent des questions sur quel rôle elles peuvent avoir pour assister ces populations fragiles, étant donné qu'elles ont de moins en moins de moyens. Donc c'est toujours la même question, c'est est-ce que cette technologie peut pallier à ce manque de moyens humains? On se rend compte, comme j'ai dit tout à l'heure, que la technologie ne pallie pas aux moyens humains, il faut des humains derrière pour faire ce lien, puisque l'intelligence artificielle a évidemment toutes ses limites. Donc oui, on travaille avec eux, on ne pourrait pas faire sans, c'est pas possible, c'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que ça fait 10 ans qu'on est sur des mêmes programmes de recherche, et que à ce stade, Orange Healthcare est plutôt déficitaire qu'une société qui fait de l'argent. Orange investit beaucoup, et on investit encore sur l'utilité de ces dispositifs. Alors la deuxième question, la troisième, je l'ai encore, mais la deuxième question, je veux bien que vous me la... Qu'est-ce que ça fait à l'entourage? Je trouve que c'est une Alors excellente l'entourage, c'est question. une très bonne question, parce que, en fait, ce qui est drôle, c'est que on a l'étude marketing, on a deux types d'études. On a évidemment les études marketing, mais nous, on travaille plutôt sur l'utilité, donc on a des études, on va dire, plus précises, dans lesquelles on fait in vivo, on travaille avec des patients qui acceptent, on observe, on tire des conclusions, et on regarde si, effectivement, après la question des populations...
Quand on regarde les gens âgés à domicile seuls et le temps qu'ils y restent, sincèrement, en termes de marketing, ça ne tient pas la route. En termes de financement, ça coûte toujours trop cher. On n'arrive pas à trouver le modèle. Mais ça, outre ça, on fait des études d'utilisabilité, de pertinence, des études quasi scientifiques. Là, on travaille avec des scientifiques encore. Il y a des publications qui se font, qui sont revues par les pairs, etc. Donc, effectivement, ça prend du temps. Sur le rôle des aidants, pour le moment, on essaie de travailler avec ça, parce que quand on introduit cela, il faut que quelqu'un regarde ce signal. Alors soit c'est les aidants qui le demandent, et là on est dans une espèce de système qui peut être autant positif que négatif, puisque les aidants, ils veulent être rassurés, mais en même temps ça leur permet de surveiller un petit peu. Donc c'est une vraie question de savoir le rôle de ces dispositifs. Il y en a qui sont très demandeurs, il y a des entreprises, Orange ne le fait pas, mais il y a des entreprises qui travaillent sur des réseaux sociaux d'aidants qui viennent se greffer avec l'application autour de la personne aidée, dans lequel vous pouvez dire, tiens, je suis passé la voir à ce stade-là, tiens, il y a un signal qui me montre qu'il y a peut-être un problème, mais c'est pas nourri ou je sais pas quoi, et puis qui permet de gérer autour les personnes. Nous, on ne travaille pas là-dessus, mais il y a des programmes qui font ça, notamment une entreprise qui s'appelle Lily Smart, qui est quelque chose qu'on regarde, mais pour le moment, nous, on s'appuie beaucoup plus sur des plateaux de téléassistance avec quelque chose de très médicalisé / assistance, dans lequel, effectivement, c'est plutôt professionnalisé autour, soit dans la ville, soit dans les mutuelles, soit autre part. Donc cette question de l'humain est toujours importante. J'aimerais juste dire quelque chose sur la question de l'entourage, parce que je trouve que c'est une excellente question, parce que moi, je pense qu'on a là un exemple tout à fait concret, tout à fait pratique de renforcement culturel. C'est-à-dire que toutes ces technologies naissent aussi parce que nous sommes dans des sociétés individualistes. En l'occurrence, on invente des technologies pour s'adapter à cette société individualiste, et de fait, ça renforce l'individualisme, parce qu'on pourrait très bien se dire que l'entourage, la famille proche, etc., visitera moins, se préoccupera moins de la personne, puisqu'elle sait qu'elle est connectée et surveillée en permanence. Et donc là, on risque d'avoir un effet de renforcement. Voilà. Je voulais un peu prolonger la question de Philippe Amouyel, qui permettait quand même de critiquer un peu votre propos. C'est-à-dire, on peut avoir ce scénario d'une aliénation de l'individu, ce scénario pessimiste, c'est-à-dire par la collecte des données qui lui échappent, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir un autre scénario un peu différent, qui serait de dire que ces applications peuvent permettre aussi passer l'illusion que finalement le profil, c'est moi. C'est-à-dire avec le temps, avec la dissipation de cette illusion que nous nous identifions à nos données, peut permettre finalement des nouveaux modes alors en philosophie on dit de subjectivation, c'est-à-dire une sorte de nouvelle sagesse. C'est ce que disait Michel Puech dans un article qu'on a publié, où voilà, l'individu finalement prend ses marques dans ce nouveau monde, et voilà. Et je pensais à une application dont on avait parlé au téléphone, c'est-à-dire sur les troubles cognitifs. Si une application vous demande est-ce que ça va, une question toute simple, ça vous permet de réfléchir, de faire un retour sur vous-même, finalement peut-être d'approfondir un peu votre rapport à vous-même. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses comme ça? Donc ça, c'est une première question. Et puis j'en avais une deuxième. Je reviendrai sur l'idée que je trouve très intéressante du symptôme que vous avez développé, et finalement sur l'illusion que le moteur est la technologie. Au fond, ce que vous disiez, c'est que il y a des évolutions culturelles, l'individualisation des modes de vie, le vieillissement, et qu'on a tendance à oublier ce moteur culturel dont la technologie n'est finalement qu'une dimension. En conséquence de ça, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que une des inquiétudes éthiques qu'on peut avoir face à ces technologies, c'est qu'elles renforcent au fond la solitude des individus, non pas tant en le contrôlant davantage peut-être, mais aussi en redéfinissant un peu notre champ d'attention. C'est-à-dire peut-être que l'individu est plus contrôlé, mais il est aussi d'un côté moins contrôlé si le signal, par exemple, se substitue au symptôme. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de redéfinition du rapport entre l'individu et sa propre santé, ou l'individu entre le système de santé,
où le signal risque de se substituer au symptôme, la machine à l'humain. Et par conséquent, l'enjeu là, ce serait de comment articuler au fond ces nouvelles technologies avec la clinique. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque de disparition de la clinique, voilà. Et pour appliquer la question au vieillissement, voilà, les gens qui... voilà, comment prend-on en compte les plaintes subjectives, le vécu subjectif des individus, tout ce qui ne peut pas être numérisé, comment on le prend en compte, voilà. C'est mes deux questions. Merci. Oui, je peux commencer peut-être à répondre à la première question, mais une précision, je ne pense pas être pessimiste. Je suis critique. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Être pessimiste, c'est avoir une prophétie sur l'avenir, une prophétie négative. Je n'en sais rien. Je ne suis pas prophète, mais je suis critique. Et donc, je récuse cette idée parce que je n'ai pas dit ça, que l'individu est aliéné par des... Non, on perd le contrôle de nos modes de vie. Et moi, mon problème, si vous voulez, c'est surtout la manière dont ce système s'étend, progresse et se reproduit. Voilà, il se reproduit de manière automatique. Et c'est pour ça que j'ai donné ces exemples où comment le système, au fond, pénètre à travers les outils fragmentés et ciblés qu'il nous offre. Au fond, il tisse une toile d'araignée complète qui change effectivement anthropologiquement les choses, ça c'est sûr, je n'ai pas parlé, mais disons, effectivement, c'est ça le danger que je pointe, mais je le pointe de façon critique et non pessimiste, ce qui me permet de rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Moi, le problème, à mon avis, c'est pas l'utilité de tel ou tel dispositif. Je veux dire, chaque dispositif a son utilité, a son danger, forcément, etc., etc. Mais ça, c'est des petites discussions qui sont presque techniques, au fond. Voilà. Le vrai danger, c'est cette reproduction automatique du système. Et par conséquent, c'est pourquoi je pense qu'il est vraiment essentiel. Ceux qui étaient là hier, j'ai développé ça hier un peu, mais c'est absolument... Vous parlez d'espaces de discussion qu'il faut créer, donc il faut ouvrir des possibilités de bifurcation, etc. Oui, absolument, il faut le faire, et cela nécessite une institution ou des institutions, parce que pour discuter, pour ne pas être d'accord, pour se confronter, il faut une institution, c'est ça qu'on appelle une institution. Et donc une institution souple, etc., pas forcément un bâtiment, un parlement, etc., mais vraiment, il faut institutionnaliser la discussion pour désautomatiser la reproduction du système. C'est ça mon point de vue sur la question. Voilà, en ce qui concerne la deuxième question, oui, redéfinir notre champ d'attention, substitue le signal aux symptômes, oui, je trouve ça très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant que vous savez certainement qu'il y a tout un domaine de l'économie qui s'est développé, qui s'appelle l'économie de l'attention, précisément, parce que il se trouve que dans le capitalisme contemporain, et pour les GAFA en particulier, l'essentiel, c'est de capter notre attention. Ils payent très très cher pour capter notre attention. C'est ça, dans le capitalisme d'aujourd'hui, le vrai capital, c'est l'attention. Il y a tout un pan de l'économie qui se développe autour de cette substitution, on va dire, du capital au sens marxien, si vous voulez, vers l'attention. Et effectivement, ce n'est pas du tout la même chose de réagir à un signal ou de décrypter un symptôme. C'est des performances cognitives, des performances d'intelligence qui sont absolument différentes. Et donc, effectivement, là, il y a... Cyril Le Sen. Je suis pilote Maya et donc dans ce cadre, je travaille beaucoup sur les systèmes d'information partagés qui sont pour nous nécessaires à l'évolution de l'organisation des systèmes pour l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie. Donc on se pose beaucoup de questions et les instances, ARS notamment, GCS, e-santé, travaillent beaucoup sur ces questions-là, nous interpellent, nous interrogent sur le consentement, l'échange d'informations, la gestion et le stockage des données médicales et personnelles, à un niveau que je trouve très pertinent parce que avec une espèce de résistance à la temporalité rapide des systèmes d'info, justement, qui pourraient se déployer très très vite. Et on dit tous, parce qu'il y a des cliniciens dans la salle, notamment des médecins, qui disent « Non, attendons 2 secondes, réfléchissons comment on va faire, comment les gens vont pouvoir consentir à participer à ce genre de choses. » Et puis je rentre chez moi un soir, et au miracle du big data, je reçois un courriel d'une association nationale qui me fait la promotion de Sea Hero Quest, une petite application
à télécharger gratuitement, qui est un petit jeu très rigolo où on navigue sur un petit bateau et puis on mène des actions. Et ce jeu m'est présenté comme étant à la fois un jeu qui va me permettre de prévenir chez moi une maladie d'Alzheimer éventuelle, et qui en plus me flatte au plus haut point, puisqu'elle me dit qu'en jouant à ce jeu, je participe à la recherche internationale qui lutte contre la maladie d'Alzheimer. Oh, merveille, merveille. Donc immédiatement je le télécharge bien sûr, et puis je savais que je venais ici, donc je voulais faire l'expérience. Je télécharge le jeu, très amusant, très ludique, et effectivement on peut y reconnaître des choses au niveau de la praxis, au niveau de la réflexion, de l'attention, qui peuvent être intéressantes. Et puis on me dit merci d'avoir téléchargé ce jeu, merci de faire partie de la recherche, merci de nous aider en participant à notre étude, etc. S'il vous plaît, est-ce que vous voudriez bien aller un peu plus loin et répondre à 3 questions? Oui, d'accord. Des questions, mon âge, mon sexe, et puis globalement, voilà, un peu personnel déjà. Je continue à jouer, c'est très rigolo et très addictif bien sûr. Et puis, je ne sais pas moi, 1 heure après, merci de nous aider, etc., etc. Mais est-ce que vous souhaiteriez aller un petit peu plus loin et répondre à 7 questions? 7. Donc j'ai répondu. Et là, je me suis dit, tiens, mais à aucun moment je n'ai consenti à quoi que ce soit finalement. Je n'ai consenti consciemment à quoi que ce soit. Et je me suis dit, là, je vais chercher. C'est qui ces gens-là? On les connaît, c'est qui la société qui le fait, c'est qui ces chercheurs, c'est qui cette équipe de recherche, on fait quoi des données, il y a des publications, etc. Bon, 1 heure j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et en fait, je me suis retrouvé avec mon seul moyen de consentir ou de ne pas consentir et de choisir, c'est-à-dire de désinstaller l'application et d'arrêter de jouer. Voilà, ça m'interpelle, ça me questionne, c'est des dichotomies assez fascinantes. Je souscris assez bien à ce que vous dites, c'est-à-dire tout système d'information ou tout partage n'a pas d'utilité globale, au-delà des risques, hein, parce que je pense que c'est aussi petit que de penser de l'utilitarisme, que de penser de la peur dans l'autre sens à outrance. Je pense qu'il y a effectivement un passage entre les deux. Mais tout système d'information, effectivement, provoque des changements, provoque éventuellement, et ça a été discuté tout à l'heure, non pas d'un appauvrissement de la décision de la connaissance médicale, mais il y a des risques vis-à-vis de cela sur lesquels effectivement le médecin serait plutôt reluctant à s'en remettre à une machine pour décider. Alors je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus, il y a des endroits dans lesquels l'imagerie a fait faire un bond sur le diagnostic, et les choses sont passées, mais il y a d'autres endroits dans lesquels effectivement il faut se poser la question. Donc oui, c'est compliqué d'intégrer des systèmes d'échange d'informations médicaux. Est-ce que cet échange est pertinent toujours dans toutes les situations? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on y va de manière un peu brutale, c'est-à-dire en se disant qu'il faut tout partager parce que de toute façon ça aura bien une utilité un jour. Donc là on décorrèle complètement l'objectif, le pourquoi et du comment on va le faire et de comment on l'introduit. Donc je pense que c'est plutôt sain. Certains diront qu'on est très en retard sur beaucoup de pays, sauf que quand on regarde le coût de la prise en charge aux États-Unis vis-à-vis de la qualité des soins, pas que pour ces raisons-là, mais ils ont beaucoup d'informatisation, ça a coûté des millions d'euros au détriment d'autres investissements. Donc il y a une vraie question à se poser et je pense qu'on ne fait pas mieux et je pense que c'est plutôt de bon augure qu'on soit le dernier village gaulois à ne pas y aller trop vite et y aller de manière assez... voilà. Après, néanmoins, je pense qu'on imagine beaucoup de bonnes choses vis-à-vis de ce partage de données. Il faut aussi pouvoir faciliter, notamment... Moi, je pense qu'il y a un pan qui n'est pas inintéressant pour les chercheurs, encore une fois, on n'est pas dans le soin, c'est l'éventuelle collecte de données auprès des patients eux-mêmes qui voudraient participer. Alors, vous avez fait malheureusement l'expérience, je pense, certainement, vous n'avez pas regardé où était le siège de la société, mais je pense qu'il n'était pas en Europe. Si, c'était en Europe. C'est votre homologue allemand. Et les chercheurs, Deutsche Telekom. Ce sont des chercheurs anglais sur la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a effectivement un certain nombre de... Et il y a eu également sur le site une présentation de ce qu'est la recherche, aujourd'hui cantonnée quelques chercheurs, et de ce qu'est la recherche avec les big data. Non, je remarque, et hier, Apple a annoncé les prochains grands produits, dont
le lancement d'une recherche au nom d'Apple, enfin, en domaine de la santé, avec la participation de Stanford Medicine. C'est dans l'autre sens. Donc effectivement, je pense qu'il y a un courant un peu particulier qui est en train de se créer autour de cette problématique de la santé et qui convient de remettre dans une perspective non technologique. Brigitte Leprince, je suis infirmière au réseau mémoire au CHU de Lille. Juste, là, on était sur un niveau collectif. Moi, je voudrais revenir au niveau individuel. Tout à l'heure, quand on parlait de l'entourage, il y a maintenant une dizaine d'années, quand je faisais des visites au domicile, on était presque au début des webcams. Et certaines familles, très angoissées, et donc dans la prévention des conséquences, et donc du risque de laisser une personne malade à domicile, et donc seule, même si la famille était très présente, hein, puisqu'elle voulait aussi finalement contrôler par ces webcams, et on l'a vu, les webcams ont dans l'utilisation de surveiller les enfants, et ça a été aussi de surveiller les personnes âgées, laissées seules, qui ne comprenaient d'ailleurs pas ce que ces trucs faisaient dans leur maison. Et finalement, la conséquence sur l'entourage, ça n'a pas été de les rassurer, mais ça a été au contraire de les angoisser, parce que c'était 4 filles, et je me souviens, il y en a une qui me disait finalement, je ne fais plus rien, je suis continuellement connectée à ce que va faire maman, où est maman, dans quelle pièce de sa maison. Cette expérience a duré 2 mois. Donc, la technologie, oui, d'abord, quand j'étais dans cette famille, je me suis demandé si cette dame, à qui on avait installé ça en lui expliquant, tu sais maman, c'est pour voir ce que tu fais. Si elle avait vraiment compris qu'à travers ce truc-là, ces filles dont une habitait la région parisienne, la voyaient vraiment, si elle avait vraiment compris, déjà ça me posait un problème, parce que peut-être que moi, quand j'aurai 80 ans, je comprendrai un peu ce que ça veut dire, si je m'en souviens, mais là, la dame n'avait probablement pas compris, et finalement, l'angoisse de l'entourage était bien plus importante. Finalement, la technologie avait géré plus d'angoisse qu'elle n'avait apporté de sécurité. Donc, individuellement, je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là. Et il est important de se la poser. Juste pour rebondir encore à l'air, on travaille avec une société qui fait des défibrillateurs cardiaques implantés et des pacemakers. Et donc, ils voulaient développer un dispositif dans lequel l'idée, c'était de dire combien de fois le cœur a été choqué ou combien de fois il a été remis en place. Mais les gens n'en veulent pas, enfin, ni le médecin, ni les personnes. C'est complètement angoissant d'avoir un dispositif qui passe son temps à nous rappeler que... Après, il y a des endroits dans lesquels peut-être qu'il peut y avoir des utilités. Je pense aux insuffisances cardiaques ou des gens qui, effectivement, peuvent faire du sport à côté, etc. Mais là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du coaching, de la prise en charge personnelle, si tant est que la personne veut le faire, etc. etc. Donc, effectivement, non, je pense que ça peut avoir les deux messages et il faut être très prudent. Et c'est la raison pour laquelle on a, nous, plutôt choisi de travailler avec des centrales, enfin des messages, enfin des capteurs passifs qui sont transparents, qui sont pas avec caméra, ça fait longtemps, je pense qu'on se pose même plus la question. C'est juste pas possible, quoi. Et notamment d'avoir des plateaux professionnels. Mais encore, même quand on a un plateau professionnel que c'est transparent, on voit quand même que la relation, que le plateau ne comprend pas, qu'il y a une marche dans le couloir, c'est pour ça que la personne s'est passé quelque chose. Il y a le contexte, ils peuvent pas le comprendre. Donc il y a des endroits dans lesquels il faut du lien très 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 local et très précis. Pierre Crollac-Salmon. Merci aussi pour cette discussion extrêmement riche et informative. Moi, je voudrais revenir sur les données, les big data concernant la santé. Quand on s'intéresse un peu à l'épidémiologie en termes de santé, on ne peut que croire à la forte puissance, à la puissance incroyable que peuvent proposer les nouvelles technologies pour aider à comprendre les histoires naturelles des maladies et aider finalement la prévention. Donc, il y a une opportunité scientifique qui est complètement nouvelle et qu'il faut peut-être saisir, en tout cas qu'il faut étudier. Mais quand on participe un peu à l'épidémiologie, alors un peu à l'ancienne, un peu à la façon des vieux CHU, et on a quand même des garde-fous qui nous sont imposés et qui sont là du fait de l'histoire naturelle des sciences, et qui ne sont pas là par hasard. Ces garde-fous, c'est l'anonymisation
des données. Un patient va consentir de façon éclairée, on lui explique exactement comment on va collecter ces données et à quoi elles vont servir. Et la CNIL nous aide à ça. La CNIL va imposer parfois des clés d'anonymisation, des doubles clés, des triples clés. Alors la technologie avance très vite, mais faut pas se leurrer, la technologie peut aussi émettre des garde-fous qui vont lui être imposés par le législateur, par la société. Et c'est à nous maintenant de ne pas oublier ces garde-fous et à poser ça à plat en spécialisant notre réflexion en séparant les choses quand on veut étudier de la collecte de données pour l'aide à la personne individuellement, c'est-à-dire vous parliez d'une box qui va détecter les chutes et je veux revenir vers la personne pour l'aider de façon individuelle. Donc là, il faut informer la personne de cet objectif et qu'on va pouvoir revenir vers elle. C'est complètement différent de mon téléphone qui va mesurer mes pas dans la journée de façon complètement... j'ai pas compris qu'il allait le faire finalement. J'ai téléchargé une application vite fait, on me dit ma santé, etc. Sauf que si un jour on détecte que je fais un petit peu moins de pas et que ça part vers ma compagnie d'assurance et que ma prime d'assurance va augmenter, là je serai pas content. Donc je pense que moi j'entends vraiment les critiques de notre philosophe qu'il faut que la société s'en empare, non pas pour écarter cette nouvelle opportunité d'analyse de données de santé, mais pour bien poser les choses et réémettre ces garde-fous qu'on impose aux scientifiques, qu'on impose aux médecins, qu'on impose à tous ceux qui veulent faire un petit peu d'épidémiologie. Donc c'est pas, moi ça m'apparaît pas extrêmement compliqué, mais il faut que la société le demande et demande ça aux législateurs. Et ça peut partir du village gaulois qu'est la France, mais en tout cas, il faut s'en emparer, il faut le poser, à mon sens. Donc je suis en phase avec ce que vous dites. J'aimerais néanmoins relativiser cette distinction classique entre les données anonymes et les données pas anonymes. Je pense que cette distinction, si dans certains cas très particuliers elle peut encore exister, elle n'existe plus en fait. Elle est caduque tout simplement parce que les entreprises du numérique n'ont pas besoin de savoir votre nom. C'est eux ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils constituent, ce sont des profils. Ce sont des profils, alors que le profil s'appelle Dupont, etc. Ça n'a aucune importance. Le point dans le croisement des données, etc., c'est qu'on réussisse à faire des profils de plus en plus différenciés, indépendamment de votre nom ou pas. Donc c'est une manière d'imploser en quelque sorte cette distinction entre ce qui est anonyme et ce qui ne l'est pas. Pour rebondir, j'ai eu la chance de travailler dans un vieux CHU avec des vieux épidémiologistes qui sont quasiment à la retraite d'ailleurs maintenant. Et j'ai fait ce chemin effectivement du venir de la data pour la data à la data pour l'usage et la data pour l'usage raisonné, objectivé, dans lequel effectivement ces garde-fous peuvent apparaître comme des garde-fous. C'est pour ça que je parlais de la GDPR tout à l'heure, parce que la CNIL a joué un vrai rôle à l'Europe, au niveau européen sur ce sujet-là. Ces garde-fous sont des garde-fous méthodologiques qui effectivement sont issus de l'histoire des sciences, mais qui sont issus de l'histoire de l'observation, de la déduction et de ce qu'on en fait. Et ils sont, je pense, à bon escient. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour nous empêcher de travailler, ils sont là pour nous remettre en perspective du pourquoi on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on en attend, et qu'on ne le fasse pas de manière inconsidérée et n'importe comment. De l'autre côté, je pense qu'effectivement, un certain nombre de ces données qu'on peut générer à divers endroits différents, ce que j'appelle les données en vie réelle, peuvent avoir un intérêt pour le chercheur, pour celui qui veut comprendre. Il y a un groupe de travail qui s'est animé en France sous l'égide de Dominique Polton, qui gère le système national des données de santé nouvellement créé, qui pose la question effectivement de l'utilité publique de cette recherche qui serait faite sur ces données. Et c'est un concept qui est très compliqué à définir puisque ça embarque beaucoup de choses. N'est pas que acteur public, quelqu'un qui va avoir une utilité de l'intérêt général, de l'intérêt général, donc n'est pas que acteur public, ça peut être tout à fait aussi un acteur privé et ça pose plein de problèmes vis-à-vis notamment de l'organisation. Donc je pense que cette question de l'intérêt général est importante, elle n'est pas très bien définie, il y a des vraies questions autour de cela qui pourraient permettre effectivement de faciliter la compréhension des uns et des autres sur comment et pourquoi réutiliser une donnée qui aurait été collectée par ailleurs dans un autre but qui lui aurait été encadré et prédéfini. Je voulais vous remercier de vos introductions parce que finalement ça va ouvrir aux thématiques un peu plus pointues qu'on va développer au cours de cette journée.
Mais ce que je retiens quand même, d'une certaine manière, par rapport à la thématique autres acteurs, à vous écouter, on ne sait pas vraiment quels sont les acteurs. C'est-à-dire, on ne sait pas qui y a derrière. On ne sait pas quelles sont les logiques, quelles sont les finalités. On voit effectivement des gens qui s'engagent, des gens qui développent. De la même manière, et vous l'avez dit souvent, j'étais attentif à des discussions qu'on avait eues avec des gens qui mettaient en place effectivement ces dispositifs au domicile. C'est pas tout d'avoir le dispositif, il faut savoir aussi qui est en capacité de donner une suite, quel type de réponse sociétale et de mobilisation va permettre à la personne de rester au domicile dans un environnement certes sécurisé, mais s'il n'y a pas ensuite tout autour de la personne un environnement qui est favorable, on sait très bien que c'est un petit peu irréaliste. Ça, c'était le premier point, les acteurs. Et malheureusement, ces acteurs sont très difficiles à identifier. Alors on voit les GAFA, mais derrière les GAFA qui? Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je regardais par rapport au deuxième item, les nouveaux défis. Qui est-ce qui fixe les défis? Qui est-ce qui fixe les enjeux? Qui est-ce qui fixe les priorités? Qui est-ce qui nous impose des innovations qui n'en sont pas? C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Et là, on voit qu'on est extrêmement vulnérable parce que je veux bien reconnaître ce que dit Pierre Crolac. Je ne sais pas si tu as entendu hier Marc dans son introduction. Si tu l'as entendu réellement, tu sais très bien que les politiques n'ont plus véritablement capacité d'audience et d'accès à ces questions. Ils sont totalement déphasés. On n'est pas au plan de la bioéthique. C'est ridicule de dire on va faire l'année prochaine des révisions de bioéthique en France alors qu'on est dans un contexte de compétition internationale. En Chine, à Taïwan, ils n'ont rien à faire de notre bioéthique. Et si demain on développe une molécule pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, au nom de quelle éthique on se refusera de la mettre en place en France alors qu'elle aura été développée d'une manière inéthique? Donc on est dans une dérégulation et il y a inventé quelque chose de nouveau. C'est là où je trouve que Marc il nous donne une piste. Alors ensuite tout le monde peut la discuter. Quelle institution? Alors c'est vrai qu'on a vu après Nuremberg, la Déclaration universelle des droits de l'homme, des institutions internationales, l'ONU, l'UNESCO, qui avaient une valeur symbolique. On voit à quel point on est quand même très dépassé, y compris d'ailleurs dans la conceptualisation. C'est le dernier point que je voulais dire. Quand, à un moment donné, vous avez abordé les big data, vous avez dit on va avoir des données, et puis on l'avait bien vu quand on a organisé notre workshop big data, on va disposer de données comme un peu ces savoirs dont on ne sait au juste que faire. Alors il y a des gens qui vont explorer ces savoirs et qui vont en tirer des données avec des finalités commerciales, de manipulation d'opinion. On a vu au niveau des élections ce que sont les conséquences tangibles aujourd'hui de la manipulation de l'opinion qui aboutit au niveau de la démocratie à une remise en cause des valeurs de la démocratie, y compris dans un pays de big data comme les États-Unis. Ça crée une suspicion, ça crée de la violence. Ça crée aussi une certaine forme de défiance des uns vis-à-vis des autres, des uns vis-à-vis des institutions. On le voit en matière vaccinale. Bref, on est dans cette configuration où on est quand même très proche, et je m'en suis vraiment rendu compte en écoutant Marc et puis en le lisant, du totalitarisme. C'est un totalitarisme mou. C'est pour votre bien. Soyez apaisés. Vous avez accès à toutes les connaissances à travers Internet et tout. Et je pense que c'est une interrogation qu'on doit poser. Et je termine sur ce point. Pourquoi c'est intéressant de le poser dans le contexte de la santé? 70 ans après Nuremberg, d'une certaine manière, on voit où on en est la bioéthique. On peut se poser des questions et le constat n'est pas très favorable. Et les bioéthiciens pourraient, j'allais dire, se mettre sous la table, tellement ils ont peu abordé ces responsabilités. Mais la vraie question, et je termine là-dessus, et je trouve qu'elle devrait être au rendez-vous de notre réflexion aujourd'hui, c'est comment anticiper et surtout comment qualifier nos responsabilités. Je pense qu'il y a à repenser la notion de responsabilité, et pas d'une manière utopique. Et c'est là encore une fois où je trouve que le discours de Marc est très intéressant. On dit c'est bien le registre des droits de l'homme, le registre des valeurs, mais est-ce qu'elles sont encore pertinentes? Et est-ce que ceux et celles qui, d'une manière invisible, mettent en place tout ce qu'ils mettent en place, d'une certaine manière, ne regardent pas avec une certaine forme de condescendance en disant ce sont les gens du passé? C'est tous ces éléments à prendre en compte qui, pour moi, ont été suralignés par le discours politique de ces derniers mois sur l'innovation, sur l'eugénisme, enfin, pas l'eugénisme, mais le jeunisme, d'une certaine manière, la société des anciens, la société des anciens par rapport à la société des modernes. Donc, comment réhabiliter ces questions? Et après, un café, jus d'orange, croissant, etc., vous allez voir qu'on sera en grande forme pour aborder thème à thème, vraiment les questions concrètes. On aimerait quand même sortir de cette réunion, je pense que c'est ce qu'on voulait faire avec Philippe Amouyel et toutes celles et ceux qui ont organisé cette réunion. On aimerait réussir à identifier un certain nombre d'enjeux qui nous permettent demain de sortir un texte de réflexion pour voir de quelle manière participer vraiment à un débat sur la responsabilité partagée par rapport à ces questions. Et j'espère que ça vous donnera l'envie de vous investir pendant ces heures qui viennent. Donc prenez vos cafés, vos jus d'orange, vous en aurez besoin.